Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Questions Éco. Au menu ce soir, opération monétique et emploi. En première partie, nous ferons le point sur la situation de l'activité des cartes de paiement au Maroc et pour comprendre les tendances du marché, sera avec nous ce soir Michael Nasseri, directeur général du Centre monétique interbancaire. En seconde partie de votre émission, état des lieux du marché du travail, analyse bien sûr de la tendance actuelle, mais aussi de l'évolution de ce marché pendant la crise Covid et les pistes pour un éventuel changement de carrière en ces temps incertains. Et pour cela, nous aurons le plaisir d'accueillir Malik Touimi Benjeloun, directeur général d'un cabinet de chasseurs de tête. Bienvenue à tous. L'activité des cartes de paiement au Maroc est en baisse et le Centre monétique interbancaire l'affirme dans son dernier rapport. Les chiffres de cette tendance dans ce récit de Hala Benani. Auprès des guichets automatiques, par TPE, en ligne ou via le cash advance, le nombre d'opérations de paiement par carte au Maroc sont en baisse de 11,4% à fin septembre par rapport à la même période en 2019. Ces opérations ont permis, cela dit, d'effectuer plus de 271 millions d'opérations pour un total de plus de 233 milliards de dirhams, toujours sur la même période. Pour ce qui est des cartes marocaines, elles ont enregistré en paiement 263,6 millions d'opérations. Pour leur part, les opérations de retrait par carte marocaine sur les guichets automatiques au Maroc ont totalisé 204,9 millions d'opérations à fin septembre 2020, une baisse de 12,5% en nombre par rapport à la même période un an auparavant. Pour ce qui est des cartes marocaines à validité internationale, elles ont réalisé 7,5 millions d'opérations à l'étranger, retrait et paiement. Il est à noter que le réseau des guichets automatiques au Maroc a connu au cours des 9 premiers mois de 2020 l'installation de 125 nouveaux GAB, portant le nombre de guichets automatiques à 7738 aujourd'hui. Et nous avons le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Michael Nasseri, directeur général du Centre monétique interbancaire. Bonsoir Michael Nasseri. Bonsoir. Tout d'abord, peut-être quelque chose à ajouter par rapport aux chiffres que l'on vient d'entendre, bien sûr des chiffres que le Centre monétique interbancaire, le CMI, a publiés récemment. Tout à fait. Alors, disons le trend que vous avez mentionné cache en fait des croissances et des décroissances. Ce qu'il faut noter en particulier, c'est que la baisse du nombre de transactions en général est surtout due donc à la baisse des transactions de retrait au niveau des guichets automatiques bancaires. Donc les gens ont moins retiré, en tout cas ont retiré moins souvent et des montants un peu plus élevés. Donc il y a eu une baisse effectivement assez importante des retraits au niveau des guichets automatiques, ce qui est quelque part une bonne chose pour le CMI. A contrario, le nombre de transactions de paiement auprès des commerçants, donc des commerçants physiques sur les TPE ou auprès des sites marchands, ont connu des progressions assez significatives depuis le déconfinement. Et on est sur des trends vraiment très importants, enfin de croissance en tout cas très importante. Sur les 10 premiers mois de l'année, donc en termes de paiement par carte bancaire au Maroc, donc on a relevé une légère croissance en nombre de transactions de 8% et de 3,5% donc sur les 10 premiers mois de l'année en termes de volume qui a été capté par les commerçants affiliés au CMI. Si on devait peut-être segmenter tout cela par carte, bien sûr par paiement, le panier moyen de 390 dirhams dont vous parliez il y a quelques instants, cette tendance, elle est... Quelle symbolique porte-t-elle? Parce que finalement, même après le déconfinement, le Marocain continue de privilégier le paiement par carte. Alors, il continue tout à fait de privilégier le paiement par carte. Donc, le confinement a été un catalyseur d'abord pour le passage vers le paiement en ligne.
La crainte de manipuler du cash a favorisé donc l'usage de la carte déjà pendant la période de confinement, donc auprès des commerces qui sont restés ouverts, donc la grande distribution, les épiceries, les stations de service, donc ce sont les pharmacies et parapharmacies. Donc au niveau de ces secteurs d'activité là, toutes les cartes marocaines ont observé, ou en tout cas ont cru en termes de nombre d'opérations et de montants, avec une croissance, comme je l'ai signalé tout à l'heure, après 10 mois d'activité, donc à fin octobre, nous sommes à plus 3,5% en volume et plus 8% en nombre de transactions, ce qui est relativement intéressant, sachant que nous n'avons quasiment plus de transactions par carte étrangère. Donc l'activité des cartes domestiques a largement compensé le manque de transactions effectuées par les touristes au Maroc. Très bien. Alors, parlons à présent du réseau. Donc, une progression sur le nombre de GAB de 1,6%. Selon vous, est-ce suffisant ? Alors, la croissance du nombre de GAB est corrélée avec la croissance des réseaux d'agences bancaires. Ce que l'on notait auparavant, c'est qu'à chaque ouverture d'agence, nous avions un GAB qui était installé. Aujourd'hui, la tendance d'ouverture et d'extension des réseaux d'agences bancaires s'est ralentie. Elle s'est nettement ralentie par rapport aux années précédentes. Donc, c'est ce qui fait que le nombre de GAB ne croît plus comme les années précédentes. Vu du côté du CMI, on préfère qu'il y ait moins de GAB et que les gens se détournent du retrait et qu'ils privilégient le paiement par carte bancaire. Et notre rôle, c'est justement de permettre en tout cas d'élargir le parc de commerçants acceptants. Et c'est donc le travail que nous faisons au quotidien avec les équipes du CMI. Nous équipons massivement les commerces de proximité. Nous équipons donc avec des terminaux de nouvelles technologies qui permettent aussi de déployer des services à valeur ajoutée comme le paiement mobile, on en parlera certainement tout à l'heure. Donc aujourd'hui, le trend de croissance du parc de commerçants est de l'ordre de 15% par an. On a recruté à peu près 6 000 commerçants, nouveaux commerçants depuis le début de l'année. On table sur 8 000 commerçants d'ici fin décembre. Donc il y a une croissance, il y a une demande aujourd'hui qui est forte de la part des commerces de proximité de s'équiper en terminaux de paiement monétique, parce que les porteurs de cartes mettent la pression et veulent payer avec leur carte et éviter la manipulation du cash. Donc pour le CNI, qu'il y ait moins de GAB, ou en tout cas que le parc de GAB ne progresse pas aussi vite qu'auparavant, est une bonne chose. Et donc nous accompagnons cette tendance en maximisant l'équipement des commerçants et en leur proposant et en les équipant avec des terminaux de paiement pour pouvoir accepter justement et absorber cette demande des porteurs de cartes. Avant de parler de paiement mobile, parlons du paiement via Internet ou aussi de ces TPE 3G à la livraison. On en est où au Maroc ? Alors, ce qui a été remarquable en fait au moment du confinement, c'est que l'on a observé une vraie tendance des enseignes, notamment les enseignes de restauration et de restauration rapide, mais également au niveau du prêt-à-porter, donc qui ont lancé donc les canaux de vente à distance, donc soit à travers un site internet, soit à travers des outils comme Pay by Mail que l'on fournit également aux enseignes et qui permet donc d'encaisser avant d'envoyer la marchandise ou en click and collect, c'est-à-dire préparer la marchandise dans un drive ou dans un point relais, le client passe les récupérer. Et donc pour permettre justement à ce que ces livraisons se fassent et se soient payées de manière sécurisée, nous avons également équipé les flottes de livreurs avec des terminaux de paiement mobiles 3G qui permettent justement d'encaisser à distance, et ça a été également un des catalyseurs de l'accélération des paiements à la livraison. Aujourd'hui, vous pouvez commander à manger, vous pouvez commander et payer donc au moment où le livreur arrive, payer avec votre carte, ça vous évite d'avoir du cash sur vous, de descendre au guichet automatique en retirer. Mais ça reste quand même une tendance assez naissante, j'ai envie de dire, au Maroc. Elle n'est pas très répandue sur d'autres, peut-être, sur d'autres services que la restauration.
Tout à fait. Donc le paiement à la livraison avec carte bancaire, donc en utilisant des terminaux de paiement électronique, est principalement concentré dans les grandes villes, là où il y a une offre de fast-food à la livraison. Mais lorsque vous appelez pour commander, si vous demandez à payer par carte, on vous dira OK, le livreur viendra avec un terminal de paiement électronique. Donc il faut aussi que les clients, au moment où ils appellent, précisent qu'ils souhaitent payer par carte bancaire. Alors, mais c'est une tendance assez marquée que l'on constate depuis le confinement. Donc l'ensemble des grandes enseignes de fast-food ont équipé leur flotte de livreurs, et on a également une tendance très très forte de click and collect, c'est-à-dire que les gens commandent soit par téléphone, soit sur un site de réseau social, soit directement sur le site web de l'enseigne, et passent récupérer, donc payent en ligne et passent récupérer leurs marchandises au niveau de l'enseigne, donc soit qui est partiellement fermée, soit qui est complètement fermée pour des raisons sanitaires, mais qui continue à travailler et à livrer à distance. On va terminer avec vous, Michael Nassiri, avec cette question de paiement de mobile payment ou mobile banking. Pourquoi, avec bien sûr toutes ces circonstances, ce modèle ne réussit pas encore à décoller au Maroc? Tout à fait. Le décollage donc le décollage effectivement n'est pas aussi important et aussi remarquable que l'ensemble de l'écosystème souhaiterait. Donc il y a bien sûr la crise sanitaire qui n'a pas forcément favorisé le déploiement de ces solutions. Mais voilà, donc l'écosystème est en train de se mettre en place. Donc il y a aujourd'hui une vingtaine d'opérateurs qui proposent des solutions de paiement mobile. Donc le paiement mobile permet de faire du paiement de facture. Là par contre la tendance est très forte, donc la croissance est très très forte au niveau des paiements de facture. Au niveau des transferts, ça reste relativement marginal, et le paiement chez les commerçants est encore timide. Donc le CMI a contribué en tout cas au développement de cet écosystème en permettant l'acceptation des paiements mobiles au niveau de ces terminaux de paiement. Donc au niveau de la grande distribution, aujourd'hui vous pouvez payer avec votre mobile payment, vous pouvez payer au niveau des grandes chaînes et des grandes enseignes de fast-food, au niveau des réseaux de stations-service. Donc on a ouvert l'acceptation des paiements mobiles au niveau de notre parc de commerçants, et on continue à le déployer, mais l'écosystème va mettre du temps à se mettre en place. On est aujourd'hui à peu près 1,5 million de porteurs de wallets mobiles. Si on compare par rapport à la carte bancaire c'est 16 millions de porteurs aujourd'hui au Maroc. Donc voilà, donc l'équipement des porteurs est en train de se faire. En parallèle, nous équipons les commerçants pour l'acceptation, mais il y a également d'autres acteurs qui équipent, ou en tout cas qui essayent d'équiper les commerçants pour l'acceptation. Il y a eu des incentives fiscales qui ont été apportés par la loi de finances rectificative qui donne des abattements fiscaux aux commerçants qui acceptent donc ces paiements électroniques. Donc ce sont des choses qui se mettront en place. L'écosystème ne se mettra pas en place rapidement. Il faut du temps pour que l'adoption de ce nouveau mode de paiement soit fait par les Marocains. Donc il y a tout un travail qui est en préparation en termes de communication, de sensibilisation et d'éducation. Absolument. Merci. Merci beaucoup, Michael Nassiri, directeur général du Centre monétique interbancaire, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. C'est moi. Bonne journée. Voilà, c'est la fin de la première partie. Passons sans plus attendre à la seconde partie de Questions ECOF. Plus d'un demi-million d'emplois ont été perdus en un an seulement. C'est ce que révèle en tout cas le dernier rapport du Haut Commissariat au Plan. Retour sur les principaux chiffres de ce rapport avec Ala Benani.
Le marché de l'emploi marocain est dans le rouge d'après les derniers indicateurs du HCP. 581 000 postes d'emploi perdus sur un an. Ces pertes d'emploi se répartissent entre 237 000 en milieu urbain et 344 000 dans les campagnes. Pour ce qui est du taux d'activité, il a baissé au niveau national de 44,9% à 43,5%. L'écart du taux d'activité entre hommes et femmes a atteint 52,1 points, avec des taux respectifs de 69,9% et 17,8%. Enfin, le taux de chômage s'est accru de 3,3 points en un an, passant de 9,4% à 12,7%. Mais d'après les recruteurs, les candidatures sont en nette hausse. L'offre cependant reste tout de même timide en ce moment. Et pour analyser la situation du marché du travail, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Casablanca Malik Touimi Benjeloun, directeur général d'un cabinet de chasseurs de tête. Bonsoir Malik Touimi Benjeloun. Bonjour Khadija, merci pour l'invitation. Mais merci à vous d'être avec nous. Tout d'abord, selon bien sûr votre expérience, est-ce que la situation, sur la base des chiffres que l'on vient de suivre, les chiffres du HCP, la situation est-elle vraiment inquiétante? Oui, enfin bon, les chiffres du HCP sont là pour le confirmer. Je pense qu'il est évident que nous vivons une année 2020 très particulière et assez problématique au niveau du marché de l'emploi. Si on doit revenir sur ces chiffres rapidement, donc sur l'année 2020, entre le premier trimestre de l'année 2019, selon les chiffres du HCP et la même période de 2020, on a connu donc un nombre de créations de 77 000 emplois. Donc une tendance qui était à peu près similaire à ce qu'on a pu connaître en 2019, puisque sur l'ensemble de l'année 2019, les chiffres du HCP nous disent que nous avions créé 267 000 emplois, soit une moyenne trimestrielle de 67 000 postes. Donc on était sur la même tendance sur le premier trimestre 2020, ce qui laissait augurer d'une année plutôt intéressante. Bon, très vite ensuite, évidemment, à partir de la mi-mars, avec le début de la propagation de la pandémie, l'état d'urgence et surtout le plein confinement, nous avons perdu 589 000 emplois. Ce sont toujours les chiffres du HCP. Donc là, clairement, on ne peut pas dire que la situation n'était pas alarmante à ce niveau-là. Et elle s'est confirmée pendant le troisième trimestre 2020, puisque nous avons perdu donc 581 000 emplois comparé à la même période sur le troisième trimestre 2020. Et ça, évidemment, c'est la conséquence d'un arrêt, pas total, mais enfin si total pour certains secteurs, certains pans de l'économie, et partiel pour d'autres, pendant tout un trimestre qu'on ne peut pas rattraper comme ça. Avec des aides qui étaient disponibles pendant le deuxième trimestre pour aider les entreprises à surmonter cette période compliquée, mais qui ont été renouvelées pour certains secteurs, mais pas pour tous. Et donc, des entreprises qui ne pouvaient plus se permettre d'assurer les salaires de l'intégralité de leurs collaborateurs, oui. Qui également ont coupé toutes les charges non essentielles, et donc une confirmation. Très bien. Je pense que si on devait... Puisque vous évoquez justement cette période de crise Covid, comment vous, cabinet de chasseurs de tête, avez vécu plutôt cette période de crise? Bien, écoutez, comme beaucoup d'autres sociétés de services, je dirais que du même secteur, mais aussi d'autres secteurs, les services externalisés sont parmi les premiers qu'on coupe en temps de crise, en essayant soit de les internaliser chez certains, soit carrément de les supprimer purement et simplement chez d'autres. Et quand vous entrez dans une période avec un gros manque de visibilité comme celle-ci, la course à la trésorerie et au cash devient déterminante. Les entreprises gardent au maximum leur trésorerie pour pouvoir tenir et être encore vivantes en attendant le jour où la situation va s'améliorer. Donc, c'est certes une réaction humaine, mais elle ne vient malheureusement qu'accélérer la crise, je dirais, et favoriser le cercle vicieux de la perte de confiance dans l'économie. Donc Eumatech, notre cabinet de chasseurs de tête, n'a pas dérogé à cette règle. Notre équipe de consultantes en ressources humaines a dû faire face et continue de faire face actuellement à de grosses difficultés en 2020. Les conséquences de la crise, typiquement sur le deuxième trimestre en ce qui nous concerne, ont été très simples. Comparé à une période normale où nous avons une quinzaine de nouvelles missions par mois de la part de nos clients pour des recrutements de managers, nous avons eu 0 nouvelle mission
entre mi-mars 2020 et début juin 2020. Donc c'est assez simple. Oui. Voilà, en début de crise, gel complet des recrutements, mais toujours lié à ce manque de visibilité, cette inquiétude. Donc à notre niveau, les effets commencent à s'estomper sur le 4e trimestre. On a retrouvé une certaine dynamique avec des offres diversifiées qui concernent surtout des postes indispensables à l'activité, au maintien de l'activité de l'entreprise, au niveau des fonctions support notamment. On parlait de direction financière, de direction gestion de trésorerie, de direction IT, digitale, ressources humaines, souvent malheureusement pour de la restructuration, pour des réorganisations, pour de la réaffectation de ressources ou encore de logistique, mais pas réellement de fonctions de senior management liées au business développement, mis à part, on va dire, quelques profils en marketing digital typiquement, puisque le marketing digital a clairement connu une croissance pendant cette période, un peu moins cher que le marketing classique. On a été ultra connecté pendant cette période, donc les investissements dans ce domaine-là ont cru, heureusement. Maintenant, l'important, c'est que cette tendance se confirme et qu'on regagne en dynamisme au fur et à mesure. C'est la raison pour laquelle un arrêt total de l'activité via un reconfinement drastique serait vraiment fatal à plusieurs niveaux, économiques et social évidemment. Alors, si on devait comparer la tendance entre justement ces postes de manager versus des recrutements massifs, est-ce que déjà comparaison il y a sur bien sûr les recrutements, naturellement? En ce qui nous concerne, nous sommes un cabinet spécialisé dans les recrutements de managers, donc je saurais pas me prononcer précisément sur les recrutements massifs qui concernent plus une autre catégorie de candidats. Maintenant, ce que j'ai pu constater en tous les cas en tant qu'observateur lambda, c'est que je n'ai pas spécialement vu de campagne de recrutement massif depuis le début de la crise, comme on a pu le connaître par le passé dans le secteur des call centers, du business process outsourcing, de l'IT outsourcing. On est beaucoup plus sur des recrutements ciblés, et pour cause, tant qu'on ne sera pas dans une dynamique de développement forte, les employeurs ne prendront pas le risque de recruter massivement et chercheront plutôt à optimiser la productivité de leurs ressources actuelles qu'à favoriser les recrutements externes tout azimut. Pour ce qui est des recrutements de managers, comme je le disais tout à l'heure, il y a une certaine tendance à la reprise, mais qui est toujours fébrile pour le moment, qui est fragile, et cautionneuse. Les recruteurs s'y reprennent plusieurs fois avant de prendre une décision à ce sujet. On prend son temps, parfois à tort, mais c'est comme ça. Voilà. Et si le citoyen lambda, ou en tout cas le manager, pensait à changer de carrière en ces temps de crise, Malik Touimi Benjeloun, comment pourrait-il, ou elle d'ailleurs, réussir cette transition ? Alors, rien n'est impossible et on dit souvent que dans toute crise, il existe des opportunités. C'est possible, effectivement. Maintenant, pour ceux ou celles, je dirais, qui n'y sont pas obligés, c'est-à-dire qui n'ont pas été soit qui sont vus remercier, soit qui sont dans l'obligation finalement de devoir réussir une transition, une reconversion, je dirais qu'il est préférable de cibler des entreprises stables dont l'activité a été peu ou impactée, ou bien qui opèrent dans des secteurs comme le secteur de l'informatique, du digital, des télécoms, de la monétique dont on parlait tout à l'heure, le médical, la santé, pharmaceutique, banque assurance. Ces secteurs-là ont été moins impactés que les autres et donc peut-être viser ce type d'entreprise. Ensuite, par rapport à une reconversion totale, donc changer de métier, il faut savoir effectivement se réinventer tout en capitalisant sur son expérience et ses meilleurs atouts. Il faut pouvoir être créatif, innovant, imaginatif. Une bonne option, selon moi, serait peut-être de faire appel à des cabinets spécialisés pour réaliser un bilan de compétences, pour pouvoir justement s'orienter vers le métier, le secteur idoine, selon la tendance du marché telle qu'elle sera au moment où on opère cette reconversion. Ce sont les petits conseils que je peux donner aujourd'hui, qui sont des évidences, quand on les dit comme ça. Et peut-être aussi, Malik Touimi Benjeloun, revoir ses ambitions, notamment salariales, à la baisse ? Alors ça, non, je suis pas très favorable, moi, à ce type de choses pour différentes raisons. Parce que typiquement, vous avez certains recruteurs qui aujourd'hui font l'erreur de penser que le marché est très demandeur en ce moment et qui sont en mesure finalement de recruter des managers
à moindre coût, en profitant parfois de situations alimentaires inquiétantes, de certaines ressources qui sont prêtes justement, comme vous dites, à faire de grosses concessions parce qu'elles ont des engagements, elles doivent travailler, elles doivent assurer leur crédit, payer l'école des enfants, le loyer, etc. etc. Pour moi, c'est un mauvais calcul parce que ces ressources s'en iront dès que la crise sera dépassée. Et cette crise, on va finir par la dépasser. C'est dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, on la dépassera. Et donc, l'investissement dans ces ressources sera alors perdu et ça leur coûtera beaucoup plus cher à ces employeurs qui ont pensé qu'ils faisaient une bonne affaire finalement que l'économie qu'ils auront réalisée sur le salaire qui aura été versé à ces ressources. Parce que quand vous investissez dans un manager et que vous le formez et qu'il s'en va au bout d'1 an ou 1 an et demi, vous avez perdu du temps, vous avez perdu de l'argent et vous reprenez tout à zéro 1 an et demi plus tard. Donc, pour moi, non, c'est faire une concession lorsqu'on n'a pas le choix, pourquoi pas, mais moi je serais le recruteur, je réfléchirais à 2 fois. Je ne recrute pas quelqu'un qui... Voilà. Merci beaucoup, merci en tout cas Malik Touimi Ben Jelloun, directeur général du cabinet de chasseurs de tête. Oui. Avec plaisir. J'aimerais quand même qu'on termine sur une note positive parce que... Bien sûr. On a dit beaucoup, on parle d'un avenir assez sombre. On a quand même quelques signaux qui nous laissent à penser que, voilà, on parle de vaccins, on parle d'autres choses. La confiance est vraiment déterminante et je pense qu'il faut vraiment qu'on reste optimiste. Encore une fois, on va dépasser cette crise. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on va la dépasser, c'est une évidence. Et il faut, aujourd'hui, nous sommes un pays qui a la chance, pour moi, c'est une opportunité de ne pas être sous perfusion comme certains pays riches où on a beaucoup d'aides qui devront être payées plus tard. Et donc, on doit travailler plus, on doit faire plus qu'ailleurs, ici, chez nous. Et pour, comme le dit l'adage, rester debout et ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et nous devons réellement rétablir la confiance dans l'économie marocaine. Notre pays en a vraiment besoin et je souhaitais le souligner. Sur ces notes de positivisme, d'optimisme et de confiance surtout, d'appel à la confiance, mais je vous réitère mes remerciements, Malik Touimi Ben Jelloun. Merci. Merci à vous, Khadi. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous.